Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. À l'occasion de la 15e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique tenue à Banjoul, un rapport du comité Al-Quds a été dévoilé. Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable, c'était le thème de ce sommet qui a salué les initiatives du Maroc sur le plan régional. Et ce rapport du comité Al-Quds, on va en parler ce soir avec plus de détails. Ça sera avec vous, Monsieur Driss Issaoui. Vous êtes analyste économique et politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Un plaisir renouvelé de vous retrouver ici ce soir. Absolument, absolument. Alors, parlons de ce rapport du comité Al-Quds. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport? C'est un rapport tout à fait stratégique parce qu'il révèle la nature de cette institution privée créée à l'initiative de Sa Majesté, de Feu Sa Majesté le roi Hassan II, présidé actuellement par Sa Majesté le roi Mohammed VI, et qui travaille de manière permanente à la révélation et surtout à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes de préservation de, d'abord, l'identité de la ville sainte, son équilibre sociologique et son équilibre ethnique. Et c'est aussi une institution qui œuvre à la stabilité au niveau des citoyens de la ville d'Al-Quds, ce qui est extraordinaire. Parce que, ne l'oublions pas, Beit Al-Quds, créé dans le cadre justement de cette institution, le comité islamique, et qui permet aux pays arabo-musulmans de pouvoir agir. Et depuis la création de cette institution, financée sur les deniers publics, sur les deniers privés, sur des dons d'entreprises, tout cela se rassemble dans le cadre de Beit Al-Quds, qui devient un outil formidable de concrétisation de l'objectif qui a été fixé à cette institution et qui continue de le faire. Elle ne le fait pas seulement en temps de paix, mais surtout en temps de guerre, connaissant aussi le fait que la situation en Palestine est une situation grave, est une situation préoccupante, et Beit Al-Quds fait tout ce qu'il faut pour que la stabilité des citoyennes et des citoyens maqdissi reste intacte, qu'elle devienne justement un exemple à donner aux autres citoyens du monde entier pour dire que la ville Al-Quds est une ville de tolérance, est une ville de paix, est une ville justement où la solution à deux États, c'est un objectif politique, entre un État palestinien et un État juif puissent cohabiter ensemble sur la même terre. Justement, donc, quel rôle joue essentiellement cette agence Beit Al-Quds, présidée, donc, comme vous l'avez dit, par Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans l'amélioration des conditions de vie des habitants? Vous l'avez dit, il y a de nombreux programmes qui sont mis en place. Mais voilà, parlons de ces habitants. Comment on améliore aujourd'hui leur vie au quotidien? Vous savez, Beit Al-Quds est une institution qui a deux organes essentiels. Un organe à Rabat et un autre sur les lieux qui regarde exactement ce qui se passe sur le terrain. Et c'est le travail de ces institutions. Au niveau de Rabat, c'est de la programmation à moyen et long terme. Pour l'institution au niveau de Jérusalem, c'est le constat réel. C'est-à-dire que s'il y a une menace sur une bâtisse, sur un patrimoine, etc., la question est soulevée, elle remonte toute la filière, et c'est à ce moment-là que le comité Al-Quds peut agir. Parce que le comité Al-Quds, il est très fort depuis longtemps, présidé par le royaume du Maroc, notamment le roi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Feu Hassan II aussi. Il prend toutes les initiatives à chaque fois qu'il y a une réunion de grande notabilité, arabe, musulmane ou internationale, pour dire le comité Al-Quds est là pour vous dire attention, nous avons une terre sacrée qui s'appelle Jérusalem, il faut la préserver, avec ces trois composantes, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et les musulmans. Parce que les Palestiniens ont toujours vécu sur ce territoire
il est vrai que l'histoire en a voulu autrement, que, disons, le colonialisme a fait que les Palestiniens ont été squeezés sur leur propre terrain et aujourd'hui ils sont meurtris eux-mêmes à l'intérieur de leur territoire, mais le comité Al-Quds a toujours travaillé dans le même sens pour soulever et pour parler. En fait, c'est un avocat systématique, présent tout le temps pour parler au nom de la ville d'Al-Quds. Al-Quds, donc vous l'avez dit, une ville sainte, une ville de tolérance. Pour en revenir justement à ces programmes, le rapport met en avant la diversité des réalisations de l'agence Beit el-Mal Al-Quds au niveau de l'éducation, de la santé, mais pas seulement, au niveau culturel, au niveau du respect justement des biens, on va dire, et des bâtiments historiques. Quels critères l'agence utilise aujourd'hui pour déterminer ce qui est prioritaire, les chantiers prioritaires à travailler, selon vous? Quand on n'est pas dans une situation de crise, les critères sont différents. C'est-à-dire que, en fait, les deux institutions dont on a parlé, celle de Rabat et celle de Al-Quds, surveillent le fonctionnement de la ville de Jérusalem. Al-Quds, la partie palestinienne, la partie qui est occupée aussi, elle est surveillée. Et on essaie de voir quelles sont les meilleures conditions, dans quelles conditions ça devrait fonctionner pour rester en équilibre, pour justement être véritablement, disons, la ville qui doit accueillir toutes ces ethnies, toutes ces religions, avec beaucoup de paix, de quiétude, et surtout faire en sorte que l'avenir soit celui de tout le monde et qu'il n'y ait pas justement d'action qui puisse squeezer, qui puisse pousser à bout un certain nombre de composantes de cette ville. Et c'est ce que le comité Al-Quds a toujours fait. Et Beit Al-Quds, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est l'instrument, c'est le bras armé du comité Al-Quds qui permet de réaliser des choses et il distribue de l'argent. On va en parler. Justement, c'est une institution qui ramasse de l'argent et qui le distribue de manière efficace au niveau de la ville sainte d'Al-Quds. Une ville sainte, donc une coexistence pacifique qui fait partie de l'identité civilisationnelle de la ville Al-Quds. Que peut-on dire justement des programmes qui sont liés aux orphelins, l'octroi des bourses scolaires? Vous venez de parler d'argent, et bien effectivement, il y a des investissements qui sont assez importants, qui sont mobilisés. On parle de bourses scolaires, de prise en charge d'orphelins et de plusieurs activités liées à la jeunesse, le sport. Qu'est-ce qu'on peut dire de la diversité de ces programmes? Qu'est-ce que ça apporte aux habitants justement de cette ville sainte? C'est comme genre de l'Ornois. Cette organisation, cet organisme des Nations Unies destiné aux Palestiniens, celui-là, il est destiné aux musulmans et surtout à préserver ce caractère transverse de la ville sainte. Alors, ces gens qui reçoivent de l'argent, ils le reçoivent parce que ça leur permet de vivre dignement sur leur territoire. Ce sont des Palestiniens, ce sont des gens que leurs parents, par exemple, peuvent perdre leur travail, parce qu'en fait, ne l'oubliez pas, les Israéliens, ils donnent des permis de travail. Ils ne sont pas, on ne leur dit pas, vous pouvez venir sur les territoires occupés quand vous voulez, en sortir quand vous voulez, quand Gaza était un territoire complètement indépendant, enfin, pas indépendant entre guillemets, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'enjeu, comme c'est le cas aujourd'hui, après le 7 octobre, on donnait des autorisations pour les gens de venir y travailler. Or, aujourd'hui, ça commence à devenir très compliqué. Et je pense que Beit Al-Quds a permis de concrétiser beaucoup de rêves chez les petites Palestiniennes, les petits Palestiniens qui aujourd'hui sont devenus adultes. Ils sont devenus, en fait, c'est des gens qui sont en train de vivre des massacres extraordinaires parce que 34 000 victimes. La majorité, c'est des femmes et des enfants. C'est même des bébés. Ça, c'est un autre problème. Malheureusement, on ne peut pas en parler dans cette émission. Effectivement. Mais
mais les faits sont là. Beit al-Quds essaie de gommer toutes ces aspérités pour faire en sorte que cette ville soit la plus fluide, la plus tolérante pour tout le monde, que ce soit pour les Palestiniens, musulmans, juifs ou chrétiens. Beit al-Quds, qui, vous l'avez dit, permet à certains jeunes Palestiniens aujourd'hui d'avoir des rêves en tout cas et de les réaliser, de les concrétiser. Justement, si vous deviez parler des projets qui ont réussi, si on devait les énumérer, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, pour cela, ça nous prendra peut-être un peu plus de temps, mais on va dire qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Parce qu'avec ce qui s'est passé à Gaza, on n'arrive même plus à énumérer ce qui a réussi de ce qui a échoué. Mais ce qui a réussi en Palestine et à travers Beit al-Quds, c'est des projets équivalents à quelque chose comme 3,8 millions de dollars, ce qui est énorme. C'est sur deux exercices. C'est énorme parce que c'est une institution qui a son siège social à Rabat. Elle a son directeur technique à Rabat, ses cadres, etc. Mais en même temps, ils ont l'œil et ils ont les bras là-bas, sur le terrain. Ils font leur travail. Le travail, c'est pour la scolarité, la préservation des bâtis et du patrimoine bâti de la Palestine. Ça, des choses concrètes. Et la préservation de ce patrimoine, il y a beaucoup d'événements qui peuvent être comptabilisés au crédit de cette institution. Et ils le sont aujourd'hui. Mais malheureusement, nous vivons des conditions atroces avec ce qui se passe à Gaza. On n'arrive même pas à dire « regardez ce qui se fait ». Mais je voudrais juste attirer votre attention. C'est grâce à ce Beit al-Quds qu'aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohammed VI a pu présenter ce rapport important d'une dizaine de pages qui explique dans le détail comment le fonctionnement de cette institution, jusqu'où elle peut aller, comment elle peut se projeter dans le temps et l'espace. Et c'est une grande institution qui va continuer à vivre, quelle que soit la situation. Elle continuera à vivre et à montrer qu'elle est utile, qu'elle peut changer les choses, dans le bon sens, bien entendu. Elle le changera, elle l'a fait déjà, je pense qu'à l'avenir... Elle continuera à le faire. Bien sûr, elle va continuer à le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas considérer que Gaza, qui a été détruite complètement, on a utilisé la technique pour moudre la terre et les hommes. Je pense que demain, ils devront revenir à la vie. Et le retour à la vie, Beit al-Quds et le comité al-Quds sera là pour justement être le témoin du passage d'une situation catastrophique vers une situation de délivrance. Une situation donc de délivrance. Le bilan des réalisations, selon ce rapport de Beit al-Quds, dépasse les 13,8 millions de dollars entre la période de 2019 et 2024. Que pensez-vous de ce chiffre? C'est un chiffre astronomique, on va dire, mais très peu. Il ne pèse pas lourd par rapport au déficit que les Palestiniens ont vu. Je sais que le Maroc a donné beaucoup de choses. En dehors de Beit al-Quds, les aides humanitaires ont été acheminées. Sa Majesté le Roi a tenu à ce que, durant le mois de Ramadan, les Palestiniens puissent recevoir quelque chose comme 40 tonnes de vivres, de couvertures, d'eau, etc. Parce que tout était coupé sur Gaza. Rien n'arrivait. Et il fallait justement, et c'est grâce à la posture et à l'importance d'un pays qui s'appelle le Maroc. Parce qu'en fait, le Maroc, il a une chose extraordinaire. Ce n'est pas un pays qui fait du militantisme tiers-mondiste béat et ne fait rien sur le terrain. Il travaille sur le terrain. Il trouve le moyen d'aller vers les meilleures opportunités pour le peuple palestinien. Et il le fait. Alors qu'il y a d'autres pays, je ne voudrais pas citer de nom, d'autres pays qui passent leur temps à crier sur les toits qui sont pour la Palestine, pour la démocratie, et en fin de compte, ils ne font rien parce qu'ils n'ont rien entre les mains, ils n'ont pas d'institution. Aujourd'hui, nous avons ce Beit al-Quds qui est véritablement un bijou
qu'il faudra préserver et qui, dans son histoire, pourra raconter de très belles choses sur la vie de cette ville et de cette institution. Et justement, le rapport souligne le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la préservation du caractère religieux, du statut juridique, de l'identité de cette ville sainte, de la civilisation également donc, de cette ville, conformément bien évidemment aux lois internationales. Que peut-on dire justement de cet engagement aujourd'hui du Maroc qui est immuable et de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne? Heureusement que c'est un engagement immuable. Parce qu'en fait, beaucoup de critiques, beaucoup de mauvaises langues ont dit « Ah, vous avez noué des relations avec Israël ». Mais le roi du Maroc, le royaume du Maroc n'a pas établi de relations avec les sionistes, mais avec la Palestine, avec l'État israélien. Et dans l'État israélien, il y a une diversité à l'intérieur. Nous n'oublierons jamais que Israël reste quand même un pays démocratique où il y a des gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, etc. Et que la droite, probablement, c'est comme dans tous les pays du monde, c'est la droite extrémiste qui est au pouvoir. Elle est en train de faire ce qu'elle souhaite, elle est en train de faire tout ce qu'elle pense comme être la solution justement, à tous les problèmes. Il faut bien dissocier le gouvernement de l'État d'Israël. Vous faites bien de dissocier ces deux points aujourd'hui. Donc le gouvernement en place, ce n'est pas l'État d'Israël. Ce n'est pas l'État d'Israël parce que je voudrais juste vous rappeler une petite chose. Nous avons plus d'1 million de Juifs d'origine marocaine qui résident et qui se sont établis en Israël pour les raisons qui les concernent. Mais ce sont des gens qui continuent à aimer le Maroc. Ils parlent le marocain dialectal. Ils ont leurs souvenirs dans ce pays. Et ils sont là. Moi-même, j'ai fait des études avec des Juifs. Dans la ville de Fès, ils étaient là. Et ils sont aujourd'hui au Maroc. Ce sont des professionnels, ils ont leur place. Ils sont juifs, mais de grands professionnels dans le métier qu'ils exercent. Et ils vivent dans ce pays. Pourquoi voulez-vous que l'on coupe cette diversité, d'autant plus qu'on se rappelle que feu Sa Majesté Mohammed V et le feu Sa Majesté Hassan II avaient tout fait. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI a continué cette œuvre de préservation de l'identité. Parce que même dans la constitution marocaine, l'influence juif existe. On ne l'a jamais nié. On a une influence amazigh, on a une influence arabe, on a une influence africaine. Mais alors, cela fait partie de la richesse de l'identité marocaine. Et c'est grâce à cela, je pense que le Maroc est ce qu'il est aujourd'hui et qu'il restera justement comme cela avec les femmes, les hommes et tous ceux qui vont construire l'avenir de ce pays. Le Maroc est un pays riche de sa culture et de la diversité culturelle, justement, des différentes ethnies qui le composent. Pour revenir à ce rapport et à ces programmes, et pour également conclure cet entretien avec vous, Monsieur El-Aissaoui, parlons de la coopération internationale. Quelles sont les collaborations aujourd'hui qui sont les plus significatives, en tout cas entre l'agence Beit El-Mal El-Quds et les autres institutions et les partenariats qui peuvent être établis, en tout cas, ou le potentiel de partenariat qui peut être établi à l'avenir, avec l'objectif justement de répondre à l'objectif de la stabilisation de la ville sainte et de son développement et la préservation de la civilisation et des bâtiments historiques de cette ville. Le Beit El-Quds est une belle institution, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Sa force vient du fait que c'est une institution d'origine société civile. Ce n'est pas un organisme de l'État marocain, on va dire technocratique. Non, c'est une institution qui surveille l'essence même de la personnalité de la ville d'Al-Quds. Et les actions qui sont financées sont des actions qui sont destinées à la femme et à l'homme palestinien pour lui permettre de vivre dans la quiétude et la paix, on l'espère.
Et le Beit Mal al-Quds, la coopération au niveau international, elle se fait à travers quoi? Elle se fait à travers tous les organes de l'OCI. Parce que c'est quand même une tribune extraordinaire, l'OCI, où tous les pays musulmans se retrouvent et ils écoutent et ils suivent et donnent un impact à tout ce qui est pris comme décision. Et finalement, Beit Mal al-Quds continuera à être ce bras armé de l'OCI, du comité Al-Quds, pour faire en sorte que l'identité plurielle, stable et multiethnique de la Palestine puisse être préservée à tout jamais. Et qu'on ne puisse pas oublier un jour que la Palestine ait existé, que ces femmes et ces hommes qui sont des gens extraordinaires ont pu exister et que finalement, sa solution à terme, c'est cette solution à deux États. Le Maroc l'a demandé, la communauté internationale l'a demandé également. C'est la solution définitive, ce sont deux États, un à côté de l'autre, palestiniens, israéliens, ils doivent survivre sur le même territoire et surtout faire en sorte que cette partie du monde puisse s'apaiser, puisse se reposer et puisse devenir véritablement un espace où jaillit la lumière et non pas la violence. Avec donc ce dernier message de paix que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Driss El Issaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.